Bonsoir Alain Boer. Bonsoir. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous enseignez également à Pékin, à Shanghai, à New York. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de terrorisme. Et vous publiez Au bout de l'enquête, saison 3, ce livre aux éditions First. On va parler dans quelques instants de ce qui vient de se passer donc aux États-Unis. Le meurtre d'un influenceur très proche de Donald Trump, Charlie Kirk, tué par balle. C'est une star aux États-Unis, en tout cas chez les Trumpistes. Les images tournent en boucle depuis hier sur les chaînes de télé américaines. Donald Trump a même mis les drapeaux du pays en berne. Vous nous direz ce que ça dit des États-Unis d'aujourd'hui et s'il y a pour vous un risque d'importation de cette violence chez nous. D'abord, la situation en France. Alain Boer, on est au lendemain de la journée Bloco. Entre 200 et 250 000 personnes dans les rues selon les sources. Est-ce que vous dites comme Jean-Luc Mélenchon que c'est un succès ou est-ce que vous dites comme Bruno Retailleau que la France n'a pas été bloquée? Les deux. Les deux? Oui, les bloqueurs n'ont pas bloqué parce que la mobilisation des forces de police et de gendarmerie a été considérable de manière préventive et préemptive, comme on dit, juste avant et bien avant. Et donc, ce qui était le blocage n'a pas été réalisé. Il y avait des milliers de points de blocage. Contrairement à ce que tout le monde raconte, ce n'était pas un objectif de convergence des luttes, mais de divergence des luttes. Chacun avait sa petite lutte. Son petit objectif. Son rond-point, sa rue. Et quand on regarde d'ailleurs sur les réseaux sociaux les localisations des rendez-vous, les éléments qui étaient avancés, etc., il y avait peu d'options de gros rassemblements. Ça, c'est pour le 18. On va en parler dans un instant. Il y a une erreur de lisibilité entre microscope et télescope. Vous savez, quand on utilise un bon appareil, mais pas pour voir ce qu'on devrait regarder. Là, on était dans le microscope. Des milliers de micro-luttes de gens extrêmement énervés, agacés, pas plus radicalisés que les autres, des radicaux, des black blocs, des casseurs qui, eux, surfent comme d'habitude sur les rassemblements et se fixent des objectifs plus précis, et puis une capacité de mobilisation temporisée qui nous amène vers le 18. Alors, on va parler de la suite, mais est-ce que vous avez été surpris de l'ampleur du mouvement? Je rappelle les chiffres, 200 000 personnes d'après le ministère de l'Intérieur, 250 000 d'après la CGT, là où le ministère de l'Intérieur nous avait dit que l'écart est plutôt plus faible que d'habitude. D'habitude, c'est simple au double. Là, on est presque dans la fourchette raisonnable. Voilà, exactement. Mais 200 000 personnes, là où le ministère nous disait il y aura 100 000 personnes dans la rue. Comment on peut se tromper à ce point-là? C'est que ce mouvement, il échappe au radar. Je ne sais pas ce que le ministère dit ou dit pas. Je peux vous dire qu'en tout cas, du point de vue de la gendarmerie, parce qu'il se trouve que dans mes activités, j'enseigne à de nombreux gendarmes et j'ai l'occasion, y compris comme réserviste, entre guillemets, de donner un avis sur les sujets. Eux avaient parfaitement anticipé, peut-être pas la masse, mais le nombre de points de difficulté. Et donc, ça amenait mécaniquement, vu le nombre, l'étalement sur le territoire du nombre d'opérations potentielles, ça donnait une idée assez précise de la capacité à... Parce que quand vous avez 3 personnes qui bloquent un train, elles n'ont pas besoin d'être 30. Oui. Et donc, la masse, c'est plutôt un problème de grosses manifestations, de grands cortèges. Justement, ça n'était pas une question de grands cortèges, c'était autre chose qui est beaucoup plus intéressant du point de vue de l'évolution des mouvements, plus gilets jaunes, ronds-points que grandes manifestations du samedi ou du dimanche. Ouais. Et donc, je crois que là, il n'y avait pas eu d'erreur d'analyse sur l'étalement du nombre de problèmes et donc la réorganisation des forces de sécurité qui ont plutôt été efficaces. Il y a peut-être une sous-estimation de la quantité de personnes, mais pas une sous-estimation de l'ampleur, de l'amplitude et je dirais, de l'élargissement du process sur des petites et moyennes villes et des endroits inattendus du genre entrepôt Amazon, qui n'est pas le lieu auquel on pense naturellement. On pense plutôt raffinerie de pétrole. Est-ce qu'on sait, Alain Boer, précisément qui sont ceux qui ont participé aux violences? Là, je zoome maintenant. Est-ce qu'il y a un portrait robot? Précisément, non, mais la préfecture de police, le renseignement territorial, le renseignement de la gendarmerie ont une liste à peu près précise et ont des identifiants qui sont visibles, même quand on n'identifie pas les personnes. Tout de noir vêtu, black bloc, venu essentiellement pour la casse. En tout cas, l'affrontement avec les forces de sécurité, dans une logique qui est très clairement identifiée, très décentralisée. Et puis, vous avez les phénomènes de circonstances, l'effet de foule,
qui amène des gens qui, a priori, n'auraient peut-être pas pu casser, se disent, après tout, pourquoi pas. Cassage, pillage est un élément qui vient. Alors, il y a eu assez peu de pillage et beaucoup plus de cassage. Donc, c'est un indicateur aussi sociologique, on va dire. Mais au-delà, on ne peut pas généraliser quand on n'a pas d'identification. Vous avez eu 700 interpellations, un peu moins 675, c'est ça, je crois. Exactement. On va avoir pas les PV, mais en tout cas les brefs d'audience qui vont commencer à nous montrer que jeunes travailleurs pris dans le mouvement, chômeurs, pourquoi pas améliorer la fin de mois, casseurs pathologiques importés de Belgique ou d'Allemagne ou d'Italie. Bref, on va avoir tout ça dans les jours qui viennent. Ça nous permettra d'avoir un portrait robot, mais je crois qu'il ne nous surprendra pas. On a parlé hier beaucoup sur cette antenne du nombre de policiers qui ont été blessés, légèrement blessés. Il n'y a pas de blessés graves, fort heureusement. On n'a pas eu de bilan des blessés côté manifestants ou casseurs. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'organisateur officiel national ou est-ce qu'il n'y en a pas eu? J'ai quelques collègues qui font ça, soit des académiques, soit des journalistes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Ils font un bilan. On a un état des urgences, par exemple, parce que de temps en temps, il faut aller se faire soigner. Mais je pense que le processus a été relativement maîtrisé. La 4e ou 5e évolution du schéma du maintien de l'ordre. Et il faut saluer l'exceptionnel travail qui avait été commencé par le préfet Lallemand et qui a vraiment été fini par le préfet Nunez. À votre place hier, Didier Lallemand. Très bien. Qui était avec le préfet Nunez, qui a encore amélioré le processus. Il y a un très très gros travail justement pour permettre à la fois d'aller au contact et d'éviter qu'il y ait trop de casse. Et donc c'est un processus qui a été inventé par le préfet Grimaud à Paris après les années 68. Ça donne des idées. Malheureusement, c'est moins de blessés, plus de casse. Moins de casse, plus de blessés, il y a une espèce de modalité très compliquée à mettre en place. Là, visiblement, les résultats ont plutôt été, de ce point de vue-là, c'est-à-dire protection des droits humains, très sérieux. On a vu beaucoup de jeunes dans les cortèges, dans les points de blocage, bloquant parfois leur établissement scolaire. Est-ce que ça, dans l'optique de la prochaine journée d'action, qui est donc jeudi de la semaine prochaine, ça doit un petit peu inquiéter le gouvernement et les forces de l'ordre? Oui, bien sûr. On connaît la phrase de Mitterrand, les jeunes, c'est comme le dentifrice, c'est plus facile à faire sortir qu'à faire rentrer. Oui, alors le problème, c'est pas qu'ils sont jeunes, c'est qu'ils sont très jeunes. Très, très jeunes. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître un transfert entre étudiants et lycéens. On a désormais un transfert lycéen-collégien qui est apparu dès les années 86. C'est-à-dire 13-14 ans. Oui, et là, on a un vrai souci, d'abord parce qu'ils y vont comme si de rien n'était, avec l'insouciance de la jeunesse, beaucoup de violence, qui est là, pas toujours tout à fait maîtrisée, et on voit ça sur l'ensemble des secteurs qui passent de la violence sociale à la violence criminelle. C'est un processus de société qui est une vraie dégradation, le retour à la violence comme exutoire naturel, plus que comme modalité de revendication, est un enjeu qui inquiète désormais tout le monde, et on l'a malheureusement désormais en matière de terrorisme, même si ce terme couvre une diversité de problématiques très, très complexes. Mais oui, on est dans une phase de rajeunissement et de violentisation de la France la plus jeune et donc la plus radicalisée. Ce terme ne veut rien dire, mais on fait semblant de croire qu'il correspond à quelque chose. Beaucoup de réalités différentes. Il y a un terme qu'on utilise beaucoup ces derniers jours, Alain Bauer, quasiment depuis que ce mouvement est arrivé sous les radars médiatiques, c'est la comparaison avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire cette succession de manifestations. Ça a duré des mois et des mois, c'était le samedi à l'époque. Est-ce qu'on a pour vous raison ou tort, ou est-ce qu'après tout, on ne sait pas faire autrement à partir du moment où on n'est pas dans un rassemblement classique type 1er mai avec des syndicats? La France, c'est un pays qui a une histoire de 1000 ans de jacquerie. Oui. Mais les jacqueries ont toujours évolué. Paysans, viticulteurs, routiers, pêcheurs. On a toutes les catégories étudiants. J'en ai fait quelques-unes aussi dans ma jeunesse, il y a longtemps. Et donc, on sait à peu près à quoi les Gilets jaunes ont été une rupture historique parce que c'est ce que les sociologues appellent, et c'est un très méchant terme, petits blancs. C'est-à-dire des gens qui travaillaient la semaine et qui, justement, se mobilisaient le week-end. Parce qu'ils travaillaient la semaine, mais c'était des travailleurs pauvres, une catégorie qu'on a vu apparaître aux États-Unis, puis en Allemagne, puis en Grande-Bretagne, et dont on ne pensait pas qu'on allait la voir en France,
pour des raisons de mythologie de notre construction sociale unitaire, centralisée, avec soi-disant beaucoup de transferts sociaux. En fait, on a découvert un lumpen prolétariat français qui se mobilisait parce qu'ils travaillaient beaucoup, parce qu'ils étaient là à 6 heures du matin et qu'ils étaient fallait prendre la bagnole pour aller travailler et que leur service public ne fonctionnait plus et qu'on leur disait diesel puis pas diesel et que l'arrogance, la suffisance et le mépris des autorités centrales parisiennes les a poussés à bout. Donc alors, ça, on a vu apparaître ça. Est-ce qu'il y a dans Bloquons la France quelque chose d'un conflit de petits blancs? Alors, il y en a, pas péjoratif, mais c'est pas les mêmes parce que ce sont des manifestations de la semaine. Ce sera intéressant de voir quand on passera à une éventuellement extension d'une manif du jeudi qui pourrait dériver le vendredi et qui pourrait se transformer en bouillonnement le samedi. Ce n'est pas ce qu'on a vu. Là, ce sont des manifestants plus jeunes, pas travailleurs ou pas salariés, pas insérés dans le circuit économique, même s'ils sont maltraités par celui-ci. On n'en est pas là. Mais il y a eu, on l'a vu, les gilets jaunes, on a vu des yellow black, des gilets jaunes qui sont devenus des black blocs. Plus jeunes, plus déterminés, plus enragés. Et puis, vous avez une ragosphère générale qui s'auto-alimente par les réseaux sociaux et qui permet d'élargir largement des mouvements qui, jusque-là, étaient plutôt contrôlés dans des logiques politiques ou syndicales. Et là, on est dans le débordement généralisé parce que dès qu'on a un souci, une difficulté, un énervement légitime en général. Vous avez pu noter, même Bruno Retailleau dit je sais qu'il y a des gens qui souffrent, etc., et qui ont des raisons de se mobiliser. Ces gens-là étaient là aussi. Et donc, c'est le aussi qu'il faut prendre en compte. C'est pas seulement, c'est aussi, mais ce n'est pas totalement les mêmes. Et c'est une nouvelle génération qui vient se rajouter au phénomène générationnel habituel. Désormais, on a un peu de tout. Il n'y a plus d'identifiant clairement précis. Et c'est d'ailleurs la capacité de compréhension de ça qui est le charme tout particulier de Jean-Luc Mélenchon qu'il faut souligner, car depuis les mouvements des coordinations d'infirmières, que moi j'ai vécu quand j'étais conseiller auprès de Michel Rocard, on voit bien apparaître cette capacité qu'il y a à contourner les systèmes institutionnels pour aller chercher du nouveau militant, du nouvel engagement. Et dès lors qu'il y a quelque chose qui boue, ils sont là. Est-ce que vous diriez que Jean-Luc Mélenchon a boosté ce mouvement ou au contraire qu'il l'a affaibli, c'est-à-dire à partir du moment où il a demandé à ses militants et à ses sympathisants de le rejoindre, certains ont pu se dire « c'est un mouvement trop à gauche pour moi, je n'y mets pas les pieds » pour éviter d'être récupérés. C'est dur d'expliquer qu'en même temps, ils étaient plus nombreux que prévu et qu'ils sont moins nombreux qu'attendus. Non, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il ne faut pas le sous-estimer. Il a ses qualités et ses défauts, nombreux, mais il comprend parfaitement, il sent, un peu comme François Mitterrand, d'ailleurs, ils s'entendaient très bien tous les deux, le mouvement social, et il sait là où il se produit et là où il s'organise. On voit que certains blocages se poursuivent aujourd'hui, moins nombreux qu'hier. Des universités, un résidu. Des lycées, un résidu, c'est-à-dire on est pour vous au début de quelque chose. Oui. Mais ça cette journée, Bloquons tout, c'était du one shot et ça s'arrête là. Disons que c'est une répétition générale. Vous savez, avant celle du 18. Oui. C'était prévu comme ça. Je rappelle, le 18 jeudi prochain, là cette fois-ci c'est l'ensemble des syndicats et pas uniquement la CGT qui appelle à descendre dans la rue. Oui. Vous pensez que les deux mouvements, Bloquons tout et les syndicats, vont se rejoindre et vont fusionner? Alors, fusionner, certainement pas. Non, je ne crois pas, moi, à la convergence des luttes. Oui. Je pense à l'étalement des luttes, un processus général où chacun a quelque chose à reprocher. Il y a un adversaire central qui est le gouvernement, la représentation physique et symbolique des deux corps du roi, le président de la République dans sa dimension politique, mais aussi dans sa dimension sociale. Et de ce point de vue-là, tant qu'il n'y aura pas des effets très clairs de résolution de ce qu'a été le conflit sur les retraites, mal embouché du début à la fin d'Emmanuel Macron jusqu'à François Bayrou. Je veux dire, clairement, là, on n'est plus dans l'illusion ou dans peut-être qu'on va trouver un accord. Il va vraiment falloir qu'il y ait une rupture, comme dit l'actuel Premier ministre, pour que le mouvement puisse éventuellement croire à une porte de sortie. Vous parlez de lui. Est-ce qu'il va y avoir pour vous un effet Le Cornu qui pourrait augmenter le nombre de participants, ou est-ce que les gens qui descendent dans la rue, de toute façon, se disent, soit ont un rejet de la classe politique, soit se disent, de toute façon, ce n'est pas de ce gouvernement-là que viendront des choses pour nous? Il a encore une semaine pour passer des messages, avoir un gouvernement, passer des messages. Vous pensez que s'il dit, par exemple, les jours fériés, c'est définitivement fini, je rouvre un conclave sur les retraites, ça peut jouer vraiment sur la mobilisation?
Ou ce sont deux mondes qui sont hermétiques l'un à l'autre. Il y a trop de revendications pour résoudre tous les problèmes. Mais on peut passer du « on a gagné Fiesta du 18 » à allons jusqu'au bout parce qu'ils nous ont toujours pas entendus. Il y a une semaine pour faire ce choix. À quoi vous vous attendez le 18 ? Ça dépend de ce qui se passe entre maintenant et le 18. Vous savez qu'en général, je refuse toujours de venir pour ça que je pose la question à la fin. Le jour même. Et une semaine avant, encore plus. Et alors, voilà. Donc, je dis simplement qu'on est dans une configuration où l'état de rageosphère, d'agacement, d'énervement, de rancœur qui existe dans la société française, de violence, de moins en moins rentré. Moi, je regarde la courbe des homicides. On n'a jamais eu autant d'homicides et de tentatives d'homicide dans ce pays depuis 50 ans. Pour moi, c'est un indicateur beaucoup moins de la violence. Si on dézoome un peu plus, beaucoup moins qu'évidemment qu'au siècle précédent. Non. Non. Il y a plus d'homicides aujourd'hui qu'au de, XVIIe ou XVIIIe siècle. Par habitant, on est passé de 150 homicides par 100 000 habitants il y a 5 siècles à 1. Mais la reprise technique, la rapidité, l'amplitude, la capacité vous voyez, c'est un peu la difficulté de mon métier en criminologie me permet aussi de dire attention, il y a un indicateur social par la violence sur quelque chose qui n'a jamais changé, le nombre de morts, parce que depuis 1539, grâce à François Ier, on a un état civil, on sait qui naît, qui meurt, on sait de plus en plus de quoi on meurt. Là, nous avons une reprise très dure de la violence physique et donc il faut faire attention. Vous parlez de la violence, je voudrais qu'on parle des États-Unis. Alain Boer, où vous enseignez, je le disais tout à l'heure, la nuit dernière, l'un des porte-voix de la jeunesse pro-Trump, l'influenceur conservateur Charlie Kirk, a été tué par balle. J'ai rencontré en 2016. Ah bon ? Au début de... Alors, c'est pas un influenceur, c'est un messie. Il faut bien comprendre, un influenceur, il fait YouTube, TikTok, TokTok. C'est un messie. C'est un messie. Dans la galaxie Trump, c'est un messie. C'est un messie jeune, extrêmement brillant. Faut voir ses vidéos quand il va du tac au tac répondre. Et il allait à la confrontation. D'ailleurs, c'était son tour, ça s'appelait Challenge Me. Vas-y, teste-moi sur n'importe quelle question. Et il répondait à une question sur la violence des armes quand il a été tué, alors que c'est un pro-gun. Et donc, c'est un indicateur très puissant de ce qu'est le niveau d'exaspération et d'antagonisme, de polarisation de la société américaine. Mais ce n'est pas nouveau. Le nombre de gens qui se font assassiner pour des raisons politiques aux États-Unis, même s'il reste résiduel, est une longue histoire. On va y revenir dans un instant. Vous nous direz ce que ça dit des États-Unis d'aujourd'hui et si pour vous ce degré de violence pourrait être importé un jour en France. D'abord, si vous le permettez, les images et les réactions, c'est avec Raphaël Redon et Sophie Herbet. Une scène d'une extrême violence aux États-Unis. Le leader de la jeunesse pro-Trump a été abattu en plein meeting. Il s'appelait Charlie Kirk. Charlie Kirk a été abattu depuis un immeuble à 180 mètres de distance. It's traumatizing for the students. When I saw students running off, a lot of them were crying. It was traumatizing for everyone. Trump le considérait presque comme un fils. Il lui a d'ailleurs rendu hommage. I'm pleased to announce that I will soon be awarding Charlie Kirk posthumously the Presidential Medal of Freedom. It's a tragic day for our nation, and we will hold you accountable. We still have the death penalty here in the state of Utah. Une grande chasse à l'homme est en cours pour tenter de mettre la main sur le tueur. I want to be very clear that this is a political assassination. Le coupable est déjà désigné par Donald Trump. Radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. Kirk, suivi par 7 millions de personnes sur Instagram, 4 millions sur YouTube, vous disiez c'est le messie aujourd'hui. 250 000 adhérents à Turning Point, et surtout des très très jeunes. Il est présent dans près de 3500 universités et écoles aux États-Unis. Il faisait sa tournée. D'ailleurs, après l'Utah, il allait dans le Colorado, pas loin de là où j'enseigne moi aussi. Et donc, c'est quelqu'un de très influent, très dur du point de vue de ses convictions, mais très intelligent, très, très fort en rhétorique. C'était vraiment une sorte de star. Ouais. Le meurtrier est toujours en fuite. Le FBI a publié sa photo cet après-midi. Oui. L'arme du crime a été retrouvée également. Donc on ne sait pas qui est le meurtrier et quel est son mobile. Et pourtant, Donald Trump a mis en cause
quasiment immédiatement la gauche radicale. Elon Musk, ex-soutien de Donald Trump, a dit que la gauche est le parti des meurtres. Ça veut dire quoi? Ils veulent en faire un martyr, oui, même si ça ne colle pas. On saura hein, sans doute un jour pourquoi il a été fait. C'est déjà le cas. Alors d'abord, c'est juste au moment du 11 septembre et des commémorations. Ouais. C'est le jour où le procès d'un de ceux qui ont voulu tuer Donald Trump dans son golf commence, Ryan South aussi. Donc il y a plein de coïncidences, comme toujours dans ces cas-là. Mais oui, il y a un effet de polarisation. Et entre le wokisme et les radical left, il y a une logique chez Donald Trump qui est toujours de préempter la réalité. C'est-à-dire expliquer tout de suite que c'est un assassinat politique en espérant que les faits suivront ce qu'il a dit. Voilà. Et même si les faits ne suivent pas, après tout, ça fera une réalité alternative. Vous avez parfaitement compris la logique du Trumpisme. Hein. Le Trumpisme, c'est définir la réalité qui vous convient. Bon, évidemment, quand on voit ces images, Alain Bauer, on pense à d'autres images. La tentative d'assassinat sur Donald Trump, il y a quelques mois, avant son retour à la Maison-Blanche. Même configuration, un toit, un tireur de loin. Près de 200 mètres. Sauf que celui-ci était visiblement un très bon tireur. La démocratie américaine au bord du gouffre ou dans le gouffre, là, quand on voit non, malheureusement, les assassinats politiques aux États-Unis, de John Kennedy à son frère, la tentative contre Ronald Reagan. Elle n'est pas plus violente aujourd'hui, la scène politique américaine? La scène politique est beaucoup plus violente, mais elle a toujours été beaucoup plus violente. C'est toujours très violent, et la question des armes est toujours un sujet, mais malheureusement, et moi je pense à la famille de M. Kirk, à ses 2 jeunes enfants, hein, parce que c'est aussi un jeune père de famille. D'abord, nul ne doit mourir simplement pour avoir émis des idées, quoi qu'on pense des idées. Les idées, c'est fait pour débattre. Et c'était un débat. D'ailleurs, il débattait sur des questions très dures avec des gens qui étaient totalement opposés à son point de vue, mais il avait trouvé le style du débat démocratique dans des universités dont une partie d'ailleurs s'était totalement effondrée sous l'idée du cancel. C'est-à-dire on ne débattait pas avec l'adversaire, on annulait sa venue. Ouais. Et une partie de la gauche, de ce point de vue-là, la gauche américaine, dite woke, tout le monde est woke, hein, on se réveille le matin, vous comme moi, mais elle s'était lancée dans un processus qu'elle a repris en pleine face, car par la puissance du backlash, du retour de puissance des conservateurs et des libéraux sur le thème, mais pourquoi on n'a pas le droit de discuter de ce qui vous ne plaît pas? Ouais. Voilà. Et donc la question aujourd'hui, la polarisation est extrêmement puissante, et Donald Trump récupère ça parce que ça lui permet aussi de faire oublier 2-3 sujets plus compliqués. Je disais, Alain Bauer, que certains proches de Donald Trump parlaient déjà d'assassinat politique, ce sont les mots utilisés par le gouverneur de l'État où Charlie Kirk a été tué. Assassinat politique. C'est l'Utah qui n'est pas connu pour son libéralisme, c'est un État mormon très conservateur. Les réactions, on les a eues aussi via les réseaux sociaux en France aujourd'hui. Jordan Bardella, Éric Zemmour, Marion Maréchal, pour ne citer que, ont pointé immédiatement la responsabilité de la gauche. Est-ce que cette polarisation que vous décrivez aux États-Unis, elle arrive chez nous? Elle est déjà là? Ou vous dites non, on est à l'abri de ça aujourd'hui? Et comme je l'ai indiqué, une partie de la gauche a créé les conditions qui permettent à une partie de la droite de la rendre responsable de ce qu'elle fait. Regardez les, entre guillemets, débats ou la manière dont l'Assemblée nationale se comporte sous les yeux de tous les citoyens. Il y a un côté lamentable. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas la faute seulement d'une partie de l'hémicycle. Donc la polarisation, la violence, la légitimation de la violence ou l'incapacité à la dénoncer, pas pouvoir utiliser le mot qui convient, terrorisme par exemple, ou des sujets comme ça, amène mécaniquement. C'est ce que vous dites, terrorisme pour définir le Hamas. Oui, par exemple. Ouais. Mais amène mécaniquement à se poser des questions sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. La logique, c'est de se contenir face à l'excès. Mais quand l'excès est là, il autorise l'excès inverse. Et c'est ça le drame de l'effondrement du débat démocratique. Je voudrais, Alain Bauer, entendre votre analyse et votre expertise sur autre chose. À présent, il y a quelques jours, en début de semaine, des têtes de cochons ont été déposées devant une dizaine de mosquées de Paris et de la région parisienne. Et plus l'enquête avance, plus l'hypothèse, je vais essayer de rester très prudent et très factuel, d'une manipulation de l'opinion prend de l'ampleur. On sait désormais, ça c'est factuel, que les 2 hommes qui ont déposé ces têtes de cochons étaient de nationalité étrangère, qu'ils venaient d'arriver en France quelques heures avant et qu'ils en sont repartis de France quelques heures après. On sait que la plaque d'immatriculation de leur voiture était serbe, que leur téléphone était probablement croate.
Est-ce qu'on est possiblement devant une tentative ou même une ingérence étrangère? Oh, bah, plus que probablement. Je veux dire, quand vous avez autant d'éléments... J'essaie de rester prudent parce que dès que vous utilisez ce mot-là, y compris sur les réseaux sociaux, on dit « Ah, c'est trop facile d'accuser les Russes ». Les médias plongent dans la communication du gouvernement. Je note que vous n'avez pas dit russe. Non, pardon, mais ça y est, maintenant je l'ai dit. Oui, voilà. Mais tentative d'ingérence. Moi, je ne le lis pas. Je dis qu'un véhicule avec une plaque étrangère qui rentre et qui sort du territoire et qui achète 10 têtes de cochon... Un agriculteur, et qu'en dépose 9, voilà, quand ça ressemble à un canard, que ça fait le cri du canard et que ça marche comme un canard, ce doit être un canard. Et sont-ils russes? Ne le sont-ils pas? Personne n'en sait rien. Et souvent, que ça on soit sait une tentative d'ingérence étrangère. Je vous dis ça parce que très souvent, dans les cas récents, je reprends les dernières tentatives d'ingérence. Oui. Les étoiles de David taguées à Paris, oui. Dans laquelle des Moldaves ont été arrêtés. Les mains rouges peintes sur le mémorial de la Shoah, des Bulgares ont été arrêtés. Ils seront jugés cet automne. Les cyberattaques contre les hôpitaux pilotées par des hackers russophones, mais finalement, on n'arrive pas à remonter jusqu'à la source. Non, c'est le principe. Oui. D'abord parce qu'entre le vrai pavillon et le faux pavillon, tout le monde manipule tout le monde et peut faire porter qui a fait sauter les 2 gazoducs, on ne sait plus. Vous êtes en train de nous dire que nous aussi on fait de l'ingérence à l'étranger, qu'on a des services pour ça ou pas? Alors on devrait. Malheureusement, on se l'interdit beaucoup. Ouais. Quand on essaye, on n'est pas d'une efficacité remarquable, puisqu'en Afrique, on a essayé de démonter des campagnes de désinformation, mais la désinformation contre la désinformation n'amène pas véritablement de l'information. On a une difficulté dans les démocraties qui s'interdisent des choses à faire ce que les autres font. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire, mais les moyens que nous avons, c'est le principe de Brandolini. Vous savez, quand vous voulez démonter une désinformation, il vous faut tellement de temps, tellement de moyens, tellement de temps pour y arriver qu'en fait, ça produit l'effet inverse à ce que recherché. Donc on hésite toujours à dire, bon, on dit rien parce que de toute façon, ça va se dégonfler tout seul. Ou on dit, mais ça va regonfler le truc parce que c'est donc parce que vous savez, quand vous êtes dans cette logique-là, voilà. Là, on a des éléments factuels. Et je pense que justement, ce qui est parfait, c'est de rester dans le factuel. Alors, la question... C'est pour ça que j'arrive à la question suivante. Ouais. J'ai dit le mot russe. Oui. Que sait-on de la réalité des ingérences russes aujourd'hui en France et des menaces, y compris par exemple sur une élection présidentielle dans 18 mois? On y est déjà passé, donc, puisqu'on a démonté a posteriori toute une série d'opérations sur le Brexit, sur les élections américaines, sur l'élection française, sur des opérations visant à publier ou à modifier des courriels appartenant ou n'appartenant pas, ou faisant croire qu'ils appartenaient à des candidats à l'élection présidentielle. Et donc, plus vous êtes opposé aux Russes ou plus vous êtes opposé aux Américains, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de nos petits camarades de l'autre côté à eux-mêmes défendre leurs propres intérêts. Et même parfois à nous écouter avec des... Oui, avec une détermination, pas tout à fait légaux, une détermination remarquable. Pendant une période, soyons pas naïfs, quand j'étais en situation, je saluais régulièrement un de mes interlocuteurs fantômes qui un jour, quand je suis passé à Washington, m'a dit « Arrête de me dire bonjour ». C'est comme ça que j'ai su que c'était pas qu'une blague. Voilà. Mais bon, c'est un processus qui appartient à l'histoire des États depuis qu'il y a des États. De la dépêche d'Ems à l'Universal, à Reine de Louis XI, tout le monde y est passé. Que sait-on aujourd'hui de la menace russe? Est-ce qu'on a la preuve aujourd'hui établie qu'il y a des services en Russie dont le job est de déstabiliser les opinions françaises, américaines, oui, bien sûr. britanniques, ils le italiennes, disent, etc. il y a eu des fuites de leurs propres éléments. Les hackers ennemis des Russes diffusent des éléments attribués aux Russes. On a identifié à Saint-Pétersbourg et ailleurs des officines qui font ça très bien, notamment qui appartenaient dans la galaxie Wagner. Donc il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'interrogation. D'ailleurs, il arrive que les Russes s'en félicitent eux-mêmes et ne le cachent pas. Voilà, mais ça fait partie de l'histoire. C'est une confrontation, il y a un conflit. Nous sommes partis plus ou moins au conflit. Il y a une volonté très claire de la France de soutenir l'Ukraine et ça ne plaît pas à la Russie qui le fait savoir, d'ailleurs de manière assez brutale de temps en temps. Ils ne s'en cachent pas, c'est leur nature. Merci beaucoup Alain Boer d'être venu ce soir sur le plateau de 60 minutes sur BFM TV. Je rappelle le titre du livre que vous avez coécrit avec Marie Drucker, Au bout de l'enquête saison 3, les plus grandes affaires criminelles passées au crible. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur ce plateau.